Il y a des élus démocrates qui fuient le Texas et qui pourraient se réfugier en Illinois. On est rendu là en 2025. Ben voilà, écoute, on apprenait la nouvelle hier, mais ça couvait déjà depuis un certain temps. Le gouverneur, pour te dire où on en est rendu, le gouverneur J.B. Pritzker, qui est celui qui est gouverneur de l'Illinois, dit on va les accueillir, puis on va les protéger nous. Alors, que fuient ces démocrates? Ça peut paraître assez paradoxal avec le terme démocrate, un vote, tout simplement. Donc, le Texas a été très agressif dans ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est la redistribution finalement des circonscriptions électorales, le redécoupage de la carte électorale. Habituellement, on fait ça sur un cycle de 10 ans, c'est-à-dire que chaque fois qu'on nous donne les données statistiques sur la croissance de la population, puis là, ben, ça peut s'appliquer aux 50 États. Donc, on regarde la carte électorale, puis dans un monde idéal, on s'assurerait de bien représenter tout le monde parce que la population est à la hausse. Le gerrymandering, quand on fait ce redécoupage de la carte électorale, souvent, ça nous donne des trucs qu'on ne comprendrait pas, je pense, ici. Ce sont des redécoupages qui sont tout croche. Ce sont des redécoupages qui souvent ont une intention politique très claire. Parce qu'aux États-Unis, ce sont les législatures d'État qui décident des circonscriptions électorales, même pour une élection fédérale. Donc, ce qu'on est en train de faire au Texas, c'est un redécoupage de la carte électorale qui permettrait aux républicains d'obtenir 5 sièges supplémentaires au Congrès, à la Chambre des représentants, à Washington. On le sait à quel point c'est polarisé aux États-Unis. On sait à quel point c'est serré. Quand on regarde au Sénat et à la Chambre actuellement, c'est très, très serré, hein, la marge que détiennent les républicains dans chacune des deux chambres. Ce serait énorme d'accorder 5 sièges supplémentaires aux républicains. Donc, que viennent faire les démocrates là-dedans et pourquoi fuient-ils? C'est que pour être en mesure de passer au vote sur le gerrymandering ou sur le redécoupage de la carte électorale, il faut obtenir un quorum aux 2 tiers de la Chambre des représentants. Il faut que le 2 tiers des membres soient présents pour OK. qu'on puisse procéder au vote. Et c'est là les démocrates disent, OK, nous on se bat, alors on décolle. Si on reste au Texas, on avait déjà essayé la mesure, au Texas, on pourrait très bien, c'est ce qu'ont laissé planer les autorités comme menace, ben on pourrait leur faire la chasse, les arrêter, les mettre à l'amende, les poursuivre jusqu'à ce qu'on les oblige à s'asseoir dans les sièges. Donc les démocrates disent, OK, nous, pour être certains, on sort des limites de l'État. Et c'est là le gouverneur de l'Illinois dit, ben écoutez, venez-vous-en chez nous. On va vous protéger. Donc, on pourrait avoir une délégation de démocrates du Texas qui se retrouve à Chicago ou ailleurs en Illinois pour éviter d'aller voter. Et s'il n'y a pas de vote, ben, il n'y a pas de redécoupage de la carte électorale. Il y a une limite à un moment donné à ce qu'on puisse faire ça hein, dans le temps. Là, on peut retarder les procédures. On passe un message très fort que c'est pas vrai que les démocrates font rien ou que les démocrates sont dépassés. Il faudra voir jusqu'où on va tenir le coup et si on parvient à une forme de compromis. Mais je répète, le fond de l'histoire derrière ça, c'est 5 sièges supplémentaires. En 2028, par exemple, pour l'élection présidentielle, ce serait énorme. Parce qu'on oublie qu'au Texas, comme dans certains autres États, il y a une croissance démographique et elle est surtout sentie dans les grandes villes qui deviennent de plus en plus démocrates. Donc, comment peut-on c'est fascinant aux élections. Là, c'est un des endroits où on voit vraiment le plus la coupure entre les villes démocrates et les zones rurales républicaines. Un républicain peut l'emporter avec 80-90% du vote dans les zones rurales, mais là où il y a une forte concentration de population dans les villes, le Parti démocrate est en réelle croissance. Donc, on verra ce que ça va donner, mais on commence la semaine comme ça, les démocrates en fuite. Et pendant ce temps-là, Luc, le roi Donald Ier veut avoir une salle de bal à la Maison-Blanche. Oui, ben écoute, ça c'est pour l'historien en moi, c'est toujours fascinant parce qu'elle a évolué cette Maison Blanche depuis les constructions originales. Là, Il quand y a eu on des l'a conçue, rallonges. ouais, ben voilà, on a ajouté des rallonges. La fameuse West Wing, par exemple, qui est le centre de décision, la Maison-Blanche, c'est encore, et ça a été donc la résidence du président et de sa famille. Et début 20e siècle, ben, sous Theodore Roosevelt, la famille est tellement importante, bruyante, ce sont de jeunes enfants, ils prennent de la place.
Le président il dit finalement, il faudrait peut-être faire autre chose si on veut être capable de travailler. Et là, on a eu le début de la West Wing qui devait, ou de l'aile ouest, là, qui devait être temporaire, mais qui finalement a évolué jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça pour dire, c'est possible, bien sûr, de changer la Maison-Blanche. On a souvent entendu parler des efforts de décoration, de réfection de certains endroits. Il y a des couples présidentiels qui y ont laissé leur marque, mais rarement à la hauteur de ce que Donald Trump propose. 200 millions de dollars, parce que, dit-il, quand on fait de grandes réceptions à la Maison-Blanche, il faut faire ça dehors parfois. Le gazon est illégal, c'est difficile de se déplacer. On pourrait faire entrer, finalement, au chaud, à l'abri, au-dessus de 600 personnes, ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Puis M. Trump dit, écoutez, je vais payer pour ça et de généreux donateurs vont également payer pour cette salle-là. Donc, en passant, la commission historique de la Maison-Blanche dit, on n'est pas contre ça, ça fait longtemps qu'on en parle, ça pourrait être une bonne idée, mais les critiques de Donald Trump ont réagi vigoureusement. Et là, il y a des critiques, c'est carrément du spin politique dans certains cas, alors que dans d'autres, ce sont les goûts du Donald ou de Donald Trump qu'on remet en question. Il doit y Là, avoir un peu de dorure. Laisse-moi voilà, deviner. voilà, donc on s'est dit, que va-t-il nous faire comme style architectural, comme élément décoratif dans cette fameuse salle de bal? Va-t-il nous faire ça à la Mar-a-Lago? Puis là, on a dit, est-ce que ça va être de bon goût, de bon ton? Faut rappeler, et ça c'est intéressant, que quand on regarde les pères fondateurs, puis quand on regarde la Maison-Blanche en général, c'est un lieu qui est important, c'est un lieu de pouvoir, mais habituellement, on veut que ce soit sobre. Et ça, c'est Euh, joli, là, ce qu'on voit. oui, ben voilà. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir, comment on va ça va se décliner sous Donald Trump. Lui nous a promis que ce serait beau. Ouais, Je suis donc pas ça, certain que tout le monde. c'est Oui, ivoire avec des espèces de moulures dans les plafonds. voilà. Là. C'est sûr que, bon, tout ce qui est chandelier, là, c'est doré. Mais c'est ça, on est dans le doré, dans le ivoire. Mais voilà, C'est classe. ça pourrait, voilà, ça pourrait être tout à fait convenable. D'où viennent les critiques? Alors, ben là, il y en a. On est à mi-chemin dans la théorie du complot, puis dans une critique finalement du fait que ben on a coupé partout avec Dodge, ou on a tenté de couper partout. On a baissé les impôts pour redonner aux plus généreux donateurs du parti à l'occasion. Et ces gens-là reviennent donner un petit peu de ce qu'ils ont reçu. Donc, on a dit, ils s'en mettent plein les poches. C'est un peu normal qu'on revienne donner pour la Maison-Blanche. D'autres ont dit, ben, Donald Trump veut à tout jamais laisser sa marque sur la Maison-Blanche parce qu'il y a des salles qui portent le nom de président. Donc, lui aimerait bien que son nom soit associé à cette fameuse salle de bal. D'autres qui ont dit, est-ce que M. Trump a bien l'intention de partir en 2029, après l'élection de 2028? Normalement, on a un nouveau président ou une nouvelle présidente. Donc, est-ce que M. Trump va quitter ou c'est juste quelqu'un qui est en train de mettre ça à sa main parce qu'il n'a pas l'intention de partir? Donc, c'est à la fois très intéressant, c'est à la fois fascinant. C'est une évolution de la Maison-Blanche comme la Maison-Blanche en a déjà connu. Mais il est question de goût, de relation au pouvoir, de relation à l'argent ou à l'argent dont a profité Donald Trump lui-même en étant à la présidence, lui et les Américains les plus riches. Donc, on a embarqué tout ça dans la discussion autour de la salle de bal. Mais normalement, toi et moi, on devrait être en mesure de voir le résultat final parce qu'on dit qu'on commence les travaux très bientôt et qu'ils seront terminés avant, et là, si on est complotiste, on n'y croit pas, avant le départ de la Maison-Blanche. Puis quand je dis complotiste, il faut faire attention. M. Trump a déjà laissé entendre qu'il songeait, lui, à rester un troisième mandat. On s'est dit, il fait ça à la blague, puis il aime ça en provoquer, piquer à gauche et à droite. En même temps, on a souvent pensé que Donald Trump faisait des blagues, puis finalement, ça n'en était pas. Il est vraiment passé à l'action. Donc, tout ça pour dire à suivre pour plein de raisons. Mais 200 millions de dollars. Le deuxième mandat de Trump, le 2.0, est marqué aussi par un sentiment de vengeance. Là. Il y a Stéphane de Saint-Jean qui nous dit prochaine étape, c'est la salle du trône. Bon. Oui. Voilà. Parfois, ça me fait penser à Versailles et tout ça. C'est fascinant. Bon, Écoute, on commence la semaine en musique. Le Donald est un peu rancunier. Hein? Puis souvent, dans son passage, il y a des gens qui ont tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. Pensons au procureur spécial Jack Smith, qui est maintenant sous enquête. Pourquoi?
Voilà, ben voilà, c'est une excellente question. On s'est tous posé la même. Sinon, bien sûr qu'il s'est opposé à Donald Trump dans la perception de Donald Trump. Jack Smith, c'était l'effort de Merrick Garland comme procureur général pour dire, M. Trump, il est mêlé à des enjeux très, très importants. Il y avait deux procès qui l'attendaient, Donald Trump, avant des décisions de la Cour suprême et avant sa victoire à la présidentielle. Donc, Jack Smith, c'était l'effort de Merrick Garland pour dire, écoutez, l'administration Biden ne touche pas à ce dossier-là. On fait ça justement quand on veut éviter qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts, ce qu'on fait pas d'ailleurs ces temps-ci à Washington. Donc, on avait nommé Jack Smith et Jack Smith a monté un dossier. Plusieurs, en fait, ce que lui reprochent certains démocrates ou ceux qui trouvent que Donald Trump abuse de la situation, c'est qu'il a mis beaucoup de temps à déposer ses accusations, à monter ses dossiers, et finalement, ben, ça lui a explosé en plein visage parce que la Cour suprême s'est prononcée sur l'immunité aux criminels, l'immunité totale, finalement, du président lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions. Donc, on n'a pas donné de justification. On a ouvert une enquête contre Jack Smith qui pourrait peut-être mener à des accusations, mais encore faudrait-il qu'on trouve quelque chose à lui reprocher. Donc, c'est vraiment, il l'avait dit d'ailleurs qu'il allait se venger, Donald Trump, là, que ce deuxième mandat allait servir à attaquer ses anciens ennemis. Rappelle-toi, Barack Obama, on veut qu'il soit sous enquête, on voudrait l'arrêter. Donc, il se comporte vraiment avec le ministère de la Justice comme un meneur autoritaire. Puis on l'a vu dans une autre décision d'ailleurs. À la fin de la semaine dernière, je te disais, la semaine avait été importante hein, pour Donald Trump parce qu'on allait publier de nouveaux chiffres sur l'économie. Et M. Trump n'a pas aimé beaucoup les chiffres qui sont sortis. Donc, le Bureau de la statistique aux États-Unis qui est pas partisan, puis c'est des chiffres, je veux dire, on peut les interpréter, les chiffres, après, de manière partisane, à la républicain ou à la démocrate, mais on peut pas remettre en question les chiffres eux-mêmes. Et ben, il a viré la responsable de la statistique aux États-Unis et il va mettre quelqu'un, je sais pas comment on va jouer ça, mais je crains que les statistiques soient moins fiables qu'avant. C'est quelque chose auquel démocrates et républicains touchaient pas. Il n'y a pas un président qui aurait fait ça avant parce que c'est pas partisan. C'est un travail qui est comptable essentiellement. Voici les données, l'état de la situation pour l'économie américaine. Puis lui n'a pas aimé les chiffres. Sur la création d'emplois, c'était pas suffisant. C'était à la baisse par rapport aux projections. Donc, décision comme ça, je suis en mesure de le faire. On vire cette dame qui est à la charge des statistiques, puis je vais choisir le ou la successeur. Mais lui, jouer avec les chiffres dans sa carrière, là, c'est pas trop ça qui l'a arrêté. Hein? S'il Non, pensait absolument garant de pas. l'avenir. C'est une spécialité. Oui. Salut, Luc. Bye, bonne journée.